Madame, Monsieur, si vous m'élisez président de notre République, ma première décision consistera à faire voter une loi en urgence de mise sous tutelle des banques. Cette loi permettra de garantir vos économies, d'interdire aux banques de spéculer avec votre argent et de faire payer surtout aux banques le prix de la crise. Comment allons-nous faire? Premièrement, l'État entrera d'autorité dans le conseil d'administration des banques avec droit de veto les obligeant à revenir à leur mission première, financement des particuliers et des entreprises. Deuxièmement, comme aux États-Unis, les banques seront coupées en deux. D'un côté, celles qui collectent vos dépôts, de l'autre, celles qui pourront faire des affaires. Le tout interdisant à celles-ci de jouer avec votre argent. Troisièmement, l'argent caché dans les paradis fiscaux sera rapatrié et l'évasion fiscale sera punie sévèrement et pénalement. Cette mise sous tutelle des banques immédiate ne coûtera pas 1 euro supplémentaire aux contribuables. La finance est devenue dangereuse. Sans ces mesures de sécurisation financière, tout ce que nous pourrons discuter ce soir sera vain et rien ne sera possible pour le redressement de la France. Jean-Michel Bailly. Je crois que vous nous interrogez sur la stratégie de croissance. Vous auriez peut-être dû nous interroger sur la stratégie que nous voudrions mettre en œuvre pour lutter contre le chaos financier qui est devant nous. C'est un peu comme si finalement la voiture roule à tombeau ouvert vers un précipice et qu'on en est à se demander comment on va régler la climatisation. Les faits sont assez saisissants. Un certain nombre d'entreprises importantes viennent de décider d'ouvrir des comptes à la Banque de France et fermer leurs comptes dans les banques privées. Le président Obama a déclaré que, je cite, « La crise de la zone euro effraie le monde entier, vous n'avez pas mis de l'ordre dans vos banques ». Un grand nombre d'économistes très sérieux prédisent la faillite de la Grèce, la défaisance de la zone euro et la défaillance de l'Espagne. Enfin, dernièrement, la semaine dernière, à Bercy, s'est tramée une réunion prétendument secrète préparant un plan de recapitalisation de nos banques françaises avec l'argent des contribuables, ce qui est proprement inadmissible. Alors, c'est dire que le projet socialiste, justement, est dépassé. C'était la question. Nous n'aurons pas d'autre choix que de prendre des mesures d'interdiction et de prohibition et de faire payer les banques et non pas les contribuables pour préserver le niveau d'activité dans notre pays. Ce qui suppose que nous prenions des mesures extrêmement draconiennes et sévères vis-à-vis du système financier et bancaire. Par exemple, est-il normal que la BNP Paribas ait distribué en 5 ans, en pleine tempête financière, 15 milliards de dividendes à ses actionnaires, alors que ces 15 milliards, c'est précisément ce que les contribuables français ont payé pour le sauvetage de la Grèce l'année dernière, et ils remettent la même chose cette année. Vous voyez l'écart entre les pratiques et les besoins de l'intérêt général. Des mesures d'exception, c'est que les banques riches paieront pour les banques fragiles si elles le sont. Mais ça, cela suppose des mesures extrêmement lourdes. Donc le projet socialiste ne contient pas tout cela. Il est temps de construire le deuxième étage du projet socialiste. Le premier étage me convient, je l'ai approuvé. Mais il faut faire le deuxième. Mais il est aujourd'hui dépassé, on est bien d'accord. Il doit être enrichi et complété. Martine Aubry. Donc, il doit à la fois répondre d'abord, sur je voudrais dire qu'il y a un certain ce problème de licenciement et puis sur comment on protège les emplois. Il y a un certain nombre de propositions qui ont été faites par mes amis, que j'approuve bien sûr. La situation sur le plan industriel et de l'emploi est extrêmement grave. Nous avons perdu 2 millions d'emplois industriels en 20 ans et la France n'a plus que 13% de sa richesse nationale qui concerne l'industrie. Donc les gens nous demandent, et ils ont raison, où sont les entreprises qui vont remplacer les grands arbres qui sont tombés dans la tempête? Et vous savez que pour planter un arbre, le temps qu'il grossisse, il faut du temps. C'est tout notre problème. Quelle est notre stratégie de réindustrialisation? Réindustrialisation écologique, rénovation, plan massif des bâtiments, diminution économie d'énergie, conversion des grands acteurs industriels, Elf, Total, Areva, pour devenir des champions de l'économie verte. Je n'accepte pas, par exemple, je pense que nous sommes tous d'accord, que le numéro 1 mondial du photovoltaïque et de l'éolien devienne chinois. C'est à nous de le faire et d'investir pour cela. Par ailleurs, nous avons besoin de faire éclore les milliers d'entreprises innovantes partout sur le territoire, qui n'existent pas aujourd'hui parce que le gouvernement actuel ne s'en est pas préoccupé. Mais tout cela, tout ce qui a été dit, ne pourra pas être réussi par nous, et nous en serons comptables devant la population, si nous ne prenons pas des mesures de protection de nos intérêts économiques. Et nous n'acceptons pas d'entrer, je suis d'accord avec Ségolène Royal, dans une transformation profonde du système économique. Donc ça veut dire quoi? Je vais vous donner un exemple. Qu'est-ce que les sanctions économiques?
Eh bien, le gouvernement brésilien, pourtant c'est un pays émergent et émergé, de Madame Dilma Rousseff, qui est de gauche, qui a succédé au président Lula, vient de prendre des décisions de surtaxation à la frontière brésilienne d'un grand nombre de productions fabriquées en Corée du Sud et en Chine. Et notamment, je vous donne en mille, les tablettes tactiles fabriquées par Apple en Chine. Quelle a été la réaction d'Apple? Eh bien, Apple vient de décider de relocaliser une usine de tablettes tactiles au Brésil. Je propose cette stratégie pour la France. Car vous pourrez régler le problème de la dette, prendre des sanctions économiques, faire une belle réforme fiscale, je l'approuverai. Mais il y aura un problème, c'est que nous arroserons le sable. C'est ça le projet de démondialisation que je défends, par-delà les critiques de mes amis et concurrents. Voilà qui est clair, le retour d'un nouveau protectionnisme, je crois qu'on peut le dire comme ça. Manuel Valls, est-ce que vous l'acceptez? Il y a un rapport de l'Organisation mondiale du commerce qui surveille les politiques commerciales dans le monde. En 9 mois qui viennent de s'écouler, les pays du G20 ont pris, Jean-Michel, Manuel, ont pris 290 mesures de protectionnisme contre nous. Et les seuls, les naïfs de la classe, eh bien, ce sont les Européens. Bien sûr. Donc, vous nous expliquez que c'était il y a 50 ans, pour moi, c'est aujourd'hui. Et c'est fait par les autres et pas par nous-mêmes. Non, Arnaud, pas sur ce sujet. Sur la question de la TVA sociale, si vous me le permettez, j'en ai pour un mot. TVA sociale, c'est la réponse finalement aux stratégies de délocalisation des multinationales. Que font les multinationales? Elles vont chercher des bas salaires dans les pays low cost, mais elles veulent vendre sur nos marchés à haut pouvoir d'achat sans payer le prix du salaire qui va avec. Et il faudra qu'elles choisissent, c'est ça le protectionnisme. Soit l'un, soit l'autre. Et d'une certaine manière, la TVA sociale, c'est une punition contre notre population. Moi, je veux des taxes contre la Chine, contre la Corée du Sud, contre tous ceux qui prennent des mesures protectionnistes contre nous-mêmes. Et l'Albanie. Je voudrais que Ségolène évoquer les sujets qui sont très importants, comme ceux de l'emploi des jeunes notamment, avec des propositions différentes que les uns et les autres mettent en avant. Et puis nous parlerons aussi des retraites et des salaires. Mathieu, on termine avec Arnaud Montebourg. Vous vouliez revenir tout à l'heure sur le... Oui, parce que j'observe que mes idées de démondialisation progressent dans le débat. C'est d'ailleurs fait pour ça. C'est-à-dire que finalement, chacun reconnaît que dans le monde actuel où la voracité financière a pris le dessus, les États sont en train de s'organiser et de riposter. Et les seuls qui ne le font pas, c'est les États de l'Union européenne. Les solutions qui sont proposées par Manuel ou Jean-Michel, disant c'est le passé, pour moi, c'est l'actualité et c'est l'avenir. On ne peut pas accepter de dire nous revenons en arrière, parce que ce qui est en train de se passer, c'est que nous sommes en retard sur nos concurrents économiques. Comme le disait François Hollande, les Chinois sont en train de tenir leur monnaie, leurs frontières, leur budget. Nous avons délégué la monnaie à une banque centrale indépendante qui fait, excusez-moi, n'importe quoi. Nous avons délégué nos budgets aux marchés financiers qui nous mettent sous tutelle. Et la frontière, c'est une passoire. Avec ça, vous allez avoir une révolution garantie dans tous les pays européens qui vont envoyer des gouvernements pour détruire l'Europe. Si vous voulez, et nous voulons sauver l'Europe, il faut reprendre la main sur ces outils de la souveraineté partagée. Quant à la TVA sociale, je ne voudrais pas laisser dire ici qu'il serait naturel que nous reprenions des solutions que la droite a essayé de faire passer au détriment d'ailleurs d'un résultat électoral, car elle a été battue sur la TVA sociale, et faire dans une primaire de gauche des propositions de droite. Attention. Alors, juste un mot, parce que sinon on n'enchaînera jamais et on va passer notre vie entre les Chinois et la TVA sociale. Non. Nous cherchons des solutions. Elles ne sont pas faciles, vu l'état de la crise. Je pourrais sourire tellement la formule a été utilisée. Mais Arnaud, pas de coup, parce que personne ici a le monopole de la gauche. Moi, je cherche des solutions. Et quand je parle de sécurité, c'est parce que je suis de gauche. Quand je parle de laïcité, c'est parce que je suis de gauche. Et quand je parle du désendettement, c'est parce que je suis de gauche. Et parce que je suis de gauche, je souhaite qu'on dise la vérité. Je cherche des solutions. Les PME et les PMI de ce pays proposent de travailler sur la TVA sociale, qui peut être un élément de protection pour nos entreprises et pour nos emplois. Comme François Fillon, en effet. Non, mais c'est trop facile. Copé, Arnaud, c'est trop facile. Non, mais je te le dis très aimablement et en toute amitié, mais c'est trop facile. C'est pas facile, c'est ce que nous avons vécu. C'est trop facile de caricaturer. Écoutez, nous avons là des propositions assez consensuelles, de part et d'autre, constructives, intelligentes,
Et d'ailleurs, les organisations syndicales, Force ouvrière et la CGT, ont écrit des propositions, ont fait des propositions sur l'emploi des jeunes qui me paraissent tout à fait intéressantes. Je crois, comme je pense qu'on peut être d'accord sur ce point-là, que les solutions aux problèmes sociaux, et notamment du chômage des jeunes, passent par l'économie. La question est celle de savoir si nous sommes capables de trouver les moyens de réindustrialiser notre pays, et notamment sur le plan écologique, ce que les uns et les autres appellent la révolution verte ou écologique. Tous les économistes disent qu'il faut dégager 30 milliards à 40 milliards par an sur 20 ans si nous voulons avoir des résultats. Inventer les technologies de demain, créer les PME qui seront capables de les exploiter, consolider nos brevets, embaucher des gens et les former et faire naître une nouvelle génération de capitaines d'industrie qui n'existe plus sur notre territoire. Cette grande entreprise suppose que nous acceptions d'emprunter, d'où le problème de la dette. Dire que c'est d'abord la dette me pose un problème car on ne pourra pas réindustrialiser. Donc il faut se protéger contre l'extérieur et mettre le pays à l'abri des marchés financiers pour pouvoir réindustrialiser. Et c'est la raison pour laquelle je crois que, au-delà des propositions qui ont été faites, nous devrions lancer un grand plan de réindustrialisation écologique. Je propose un plan massif d'économie d'énergie dans les logements de tous les Français. Pour effet, cela aura d'abord la réduction de la dépendance de notre pays au pétrole et au nucléaire. Deuxièmement, créera 500 000 emplois non délocalisables sur notre territoire. En plus des 300 000 emplois d'avenir jeunes qui viendront. Donc c'est un choc sur quelques années intéressant et positif. Et puis surtout, ça va donner du pouvoir d'achat aux gens qui ne peuvent plus payer leurs factures de fuel, de gaz et d'électricité. Ce projet-là a été lancé par des pays asiatiques, par l'Angleterre également. Nous devrions prendre exemple sur cet investissement et c'est, je crois, le moyen de retrouver le chemin de la croissance. Est-ce que François Hollande, vous souhaitez répondre? Est-ce qu'on peut jouer sur les deux bouts de l'échelle des salaires, en donnant un coup de pouce au SMIC par exemple, et en plafonnant les hautes rémunérations ou en inventant un salaire maximum? La semaine dernière, je suis allé au Carrefour de Besançon rendre visite avec les organisations syndicales aux caissières et manutentionnaires qui travaillent. On voit que vous faites campagne tous là. Non, mais ça fait partie de la vie des élus. Ben, c'est bien. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, ces personnes travaillent dur. Ce sont souvent des femmes qui vivent seules, qui élèvent seules leurs enfants et qui sont payées à 750, 800, 850 euros selon le temps partiel, avec une précarité absolument inadmissible. Et en plus, quand vous entrez chez Carrefour, vous avez maintenant les caissières automatiques où les gens peuvent venir faire le travail de la caissière. Donc elles voient elles-mêmes la future suppression de leur emploi. Alors moi, je voudrais dire une chose. Je m'étais exprimé il y a quelques années vis-à-vis de Carrefour en disant, voilà, vous payez vos salariés avec des augmentations annuelles de 1,05% et vous distribuez des augmentations de dividendes chaque année à vos actionnaires de 150%. Ce sont des milliards qui remontent dans le système financier redistribués aux propriétaires des actions de Carrefour. Je voudrais dire une chose, nous ne pourrons pas continuer à accepter cette situation et j'approuve ce qu'a dit Ségolène Royal à l'instant. Qu'est-ce que je propose? Le SMIC, ça ne concerne que 10% des salariés. Il faut l'augmenter, c'est nécessaire. Mais les autres, ceux qui sont dans des entreprises performantes, d'ailleurs qui n'ont aucun problème de compétitivité, on n'a jamais vu un supermarché fuir à l'étranger sa clientèle. Non, ça certainement pas. Ils vivent d'une rente. Je demande, dans le secteur abrité, que nous prenions une loi de partage, ce que j'appelle le dividende du travailleur. Vous distribuez 100 euros à vos actionnaires, vous distribuerez 100 euros à vos salariés. Et cela est une stratégie d'abord de justice sociale dans l'entreprise, mais également une stratégie de relance de l'activité économique. Tous les économistes disent aujourd'hui qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses publiques, plus d'argent dans les collectivités locales, plus d'argent dans la poche des ménages. Il reste de l'argent dans un certain nombre d'entreprises très performantes qui abusent de leur position dominante pour distribuer des dividendes. Je propose donc une loi de partage qui relancera le système économique. Et quand vous lisez un économiste centre-droit, M. Artus, il dit il faut augmenter les salaires. Quand vous lisez ce qu'a dit M. Pierre Héritier, qui est un des dirigeants de la CFDT, il dit il nous faut un plan d'augmentation des salaires de 10% dans toute l'Europe. Sinon, nous aurons l'austérité, la récession et des malheurs pour des millions d'Européens qui n'ont que leur travail pour vivre. François Hollande, est-ce qu'il faut